Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, merci de votre attention. Cette table ronde se tiendra en français, but if some people want a translation, you've got possibilities there, and it would be on channel 1. If there are other people who want translation, no. Bien, eh bien, nous allons commencer. Donc, nous allons un petit peu parler du rôle que jouent déjà et que peuvent jouer dans l'avenir les constellations de satellites pour le renseignement, avec à mes côtés plusieurs intervenants que je vais laisser se présenter. Michael Chemouni, enchanté, Airbus Defence and Space, en charge du programme géospatial à Toulouse. Bonjour à tous, Marc Fontaine, je suis le président d'Helsing France et un ancien Airbus. Et je vous expliquerai ce que fait Helsing un peu plus tard. Oui, bonjour à tous. Juliette Lambin, je travaille à l'Agence spatiale européenne où je suis responsable de tout ce qui est préparation du futur en observation de la Terre. Bonjour, Michel Fredling, ancien général de l'armée de l'air et de l'espace, ancien commandant de l'espace. Et je suis aujourd'hui fondateur et dirigeant d'une start-up qui est dans le domaine spatial, mais qui n'a rien à voir avec le renseignement. Donc je suis assez à l'aise aujourd'hui, je n'ai rien à vendre. Et je suis également chairman d'une société de conseil qui accompagne les entreprises dans le domaine de la défense, avec 4 secteurs d'activité, le cyber, le numérique, le spatial et les forces spéciales. Bonjour à toutes et à tous, Patrice Duboué, moi je suis vice-président exécutif chez Capgemini, en charge de la technologie et de l'innovation pour l'industrie globale Aerospace and Defense. Et moi, je m'appelle Christine Chapelle et je suis journaliste à TF1 spécialisée dans le spatial. Alors déjà, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit état des lieux des constellations déjà existantes, honneur aux dames, et à l'Agence spatiale européenne. Qu'est-ce que nous avons déjà en place comme constellations qui peuvent servir pour le renseignement? Alors, si on parle de renseignement, je vais rester quand même dans le domaine de l'observation de la Terre, parce que vous connaissez tous Starlink pour les télécoms. Les constellations existent donc pour du renseignement militaire. Il y a un certain nombre de programmes. En France, le programme CSO, on vient de lancer CSO 3 en début de semaine. C'est pas des grandes constellations au sens de multiples satellites. Là, on a commencé à avoir des notions plus de constellations. Ça a été dans le domaine plutôt civil, avec la constellation Copernicus de l'ESA et de l'Union européenne, donc cofinancée entre l'ESA et l'Union européenne, qui offre une couverture globale pour différents paramètres. Néanmoins, c'est pas non plus du renseignement militaire au sens où la résolution est généralement assez faible. C'est un choix de favoriser la revisite et la couverture globale là-dessus. Et maintenant, on voit avec la facilitation de l'accès à l'espace, la facilitation de satellites de taille plus petite, l'émergence de constellations d'origine plutôt privée ou commerciales qui proposent des services. Alors aux États-Unis, c'est Maxar avec des aspects, un gros client qui est la défense. En Europe, c'est un peu plus émergent. On voit des acteurs arriver sans qu'il y ait aujourd'hui de constellation établie. Alors si on peut penser dans le domaine du radar à ICEYE, voilà, qui vient compléter. Donc c'est un secteur qui est en changement à peu près quotidien, avec des gammes très très variées là-dessus. La grande évolution quand même, c'est cette réflexion en mode constellation qui est non plus satellite par satellite, mais en tant que système et donc qui est aussi intégré avec la partie sol et traitement. Ça, je pense que mes collègues pourront certainement élaborer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place en plus que ce qui existe déjà? Alors, dans la notion si on reste dans le renseignement,
il y a de plus en plus une boulimie de données. Initialement, on avait quand même du renseignement qui était sur une temporalité relativement lente, puisque l'idée c'était d'obtenir des images, de pouvoir analyser, faire un état de la situation, se positionner stratégiquement. Aujourd'hui, avec l'intégration de tous les systèmes, c'est du renseignement immédiat, temps réel ou quasi réel, qui est nécessaire. C'est un besoin qui existe aussi bien dans le domaine militaire d'ailleurs que le domaine civil, sur tout ce qui est gestion de crise, de phénomènes naturels. C'est pareil, les pompiers, les forces civiles ont besoin d'imagerie, de renouvellement très très fort. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas encore couvert autant qu'on aimerait en termes d'infrastructure spatiale. Et encore... Juste pour compléter, Juliette, on vient de parler de la partie observation, mais lorsqu'on parle de constellation satellite, il y a 3 grands domaines. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup des télécoms avec Starlink, donc qui est l'une des 3 composantes, mais on sait qu'en Europe, on a aussi OneWeb qui est très présent. Et il n'y a pas que la partie, on va dire, haut débit. Parfois, on oublie que les objets connectés, l'IoT, est également un point qui est très important pour le renseignement. On a des nouvelles constellations en France qui s'appellent Kinéis, par exemple. Donc, il y a déjà envoyé 20 satellites avec succès. Le dernier tir est prévu mardi, si je me souviens bien. Donc, pour avoir 25 constellations, pour avoir une revisite qui sera de quelques minutes. Donc, ça permet aussi aux forces sur place de pouvoir recevoir beaucoup d'informations. Et puis, la 3e composante, on l'a oublié parce que l'Europe a bien réagi, c'est le GPS. Et en Europe, ça s'appelle Galileo. Donc, c'est quand même un très grand succès. Et on sait très bien que si on ne peut pas géolocaliser les troupes, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, il ne faut jamais oublier les 3 composantes, les telcos, la partie observation et la partie Global Positioning System. Est-ce que l'Europe arrive à se positionner face à l'omniprésence de Starlink? Nous ne parlerons même pas des Russes et des Chinois. Je ne sais pas si... bon, je prends le micro, mais là, vous rentrez dans le dur directement, là, quand même. On parlait du renseignement, vous nous parlez de Starlink. Starlink, c'est de la connectivité. Et là, vous abordez un sujet qui est différent, c'est celui de modèle économique de Starlink, de sa prédominance aujourd'hui et de la place qu'il y a pour d'autres sur ce marché-là, en particulier la connectivité et l'accès au débit sur les zones non couvertes, avec des applications de défense évidentes. Hein. Tout le monde connaît l'utilisation de Starlink en Ukraine. Je pense qu'il y a toujours de la place parce qu'il y aura toujours des besoins souverains. Ça ne sera pas du tout facile, mais on peut avoir un débat sur les raisons pour lesquelles on est en retard dans ce domaine. Moi, je me rappelle dans mes fonctions précédentes de mes interlocuteurs au sein du ministère des Armées qui essayaient de démontrer qu'il n'y avait pas de modèle économique pour les constellations de connectivité. Et donc, on n'a pas poussé à avoir des constellations de connectivité souveraines, européennes ou nationales. Je me rappelle aussi de quelqu'un qui me disait qu'il faudrait quand même mettre 3 ou 4 ou 5 milliards d'euros sur la table avant d'avoir le moindre satellite en vol et le moindre euro de revenus. C'est sans doute vrai, mais je ne sais pas si aujourd'hui Starlink est rentable ou pas. À mon avis, il n'en est pas loin, mais surtout, c'est l'acteur dont tout le monde parle, qui est un maillon essentiel de l'activité spatiale, enfin de la révolution spatiale américaine, mais qui est aussi un acteur politique aujourd'hui, très clairement. Oui, alors effectivement, on a parlé de constellation, on peut parler de flotte. Hein. Chez Airbus, on a, vous savez, Spot, Pléiade, Pléiade Neo, et on vient de lancer le développement de Pléiade Neo Next, qui travaille la résolution. Et finalement, la question sous-jacente au débat là, qui commence, c'est quels sont les besoins de nos clients. Et donc on voit, et nous on observe de plus en plus que c'est un triptyque, c'est-à-dire oui, la résolution, encore et toujours. Deuxièmement, la revisite. Et troisièmement, la latency, les temps de cycle et la vitesse à laquelle on sait traiter, acquérir les images. Et donc de plus en plus, et pour les constellations à venir, si on veut bien se situer, ce qu'on pense, qu'on voit, c'est qu'il s'agit de faire de la revisite, entre guillemets, intelligente, c'est-à-dire idéalement avoir un petit peu tout, la résolution, la revisite, des faibles latences, mais en tout cas se positionner sur des constellations qui ne sont pas uniquement des reproductions du même objet, mais peut-être des constellations qui permettent de réduire l'accès à l'image, intégrer avec l'IA, que ce soit au sol ou à bord,
bon, et c'est sans doute un débat qu'on va pouvoir lancer aussi, qui est voilà, quels sont le portrait robot de la constellation type que l'Europe doit lancer demain. Juste rajouter un point qui n'est pas du tout technique, et ça a été mentionné. Aujourd'hui, une des ruptures, c'est le financement privé sur des initiatives souveraines régaliennes, donc sur le spatial, dans la défense. Ça avait commencé avec tous les contrats de service qu'on a eus en PPP il y a des années, mais aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont prêts à prendre des risques, à financer, et ce avant même les déclarations américaines, et ce avant même la guerre en Ukraine. Donc, en ce qui concerne Helsing, on a investi avec Loft sur une constellation qui répondra à un certain nombre de besoins de reconnaissance souverains. On n'est pas seul. Donc, je pense que l'Europe, dans ce concert-là, elle a les compétences, elle a les organisations pour le faire. Il faut changer peut-être un petit peu le modèle de procurement ou de spécification. Et il faut de l'accès au financement. Mais les modèles sont connus et ils ont été éprouvés, en particulier aux États-Unis. Si vous me permettez, je vais peut-être utiliser mon ancienne casquette pour essayer de expliquer, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes quand même dans la salle, pourquoi on utilise le renseignement d'origine spatiale dans les opérations militaires et ce qui peut-être a changé ces dernières années. Il faut comprendre qu'on a trois niveaux dans l'art militaire, je dirais. On a trois niveaux. On a le niveau stratégique, le niveau opératif et le niveau tactique. Traditionnellement, historiquement, le renseignement spatial a été utilisé au niveau stratégique. Donc on a fait du renseignement spatial avec les premiers satellites de renseignement, donc le programme Corona et Discoverer aux États-Unis, Zenith en URSS, pour aller chercher derrière les frontières ennemies, chercher les sites stratégiques, identifier ces sites et ensuite les caractériser et pouvoir faire du ciblage éventuellement. Donc il s'agissait d'abord au niveau politique de savoir ce qu'avait l'ennemi. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il y a eu la controverse du Missile Gap dans les années 60, où ce sont les satellites précisément qui ont permis de mesurer la différence le déséquilibre éventuel entre l'URSS et les États-Unis à l'époque en termes de nombre de missiles stratégiques nucléaires. Donc c'est historiquement là qu'on a utilisé le renseignement spatial pour le stratégique. Et progressivement, le renseignement spatial est venu... en fait, c'est retrouvé, utilisé à tous les niveaux. Le niveau opératif, c'est celui auquel on conduit les opérations sur un théâtre donné. Donc on n'est plus au niveau politico-militaire à Paris ou ailleurs, on est sur le théâtre. Et au niveau tactique, c'est-à-dire le combattant, l'avion, la plateforme, le bateau qui est engagé sur le terrain. Et ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est précisément ça. C'est-à-dire qu'on est passé d'un renseignement qui arrivait avec un certain délai, et qui était utilisé avec beaucoup d'analyses très fines pour produire des situations pour des besoins politico-militaires, jusque dans une boucle de temps qui est extrêmement plus courte sur le terrain pour le combattant. Et donc d'où le besoin à la fois de résolution, mais aujourd'hui de revisite. On a besoin d'avoir de l'imagerie toutes les 15 minutes ou sur un objectif donné pour voir comment la situation évolue sur le terrain, et aussi de l'avoir dans les mains du combattant. C'est-à-dire qu'on peut avoir le combattant sur le terrain, la section de combat, avec une tablette qui reçoit des images directement, plutôt que ça arrive à Paris et qu'ensuite, quelques jours après, éventuellement sur le terrain. Donc effectivement, précision, revisite et le taux de latence, parce qu'effectivement, on doit pouvoir commander une image et la voir dans les 5 minutes sur sa tablette. Et ça, c'est une révolution relativement récente. On a vu d'ailleurs qu'il y a beaucoup de satellites qui, au départ, n'étaient pas des satellites militaires, qui désormais peuvent apporter leur contribution, ce qu'on appelle le dual. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Je vais bien démarrer. C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de Starlink, mais depuis quelques jours, on a vu la limite de confier en gros des missions de renseignement qui peut être utilisées dans le militaire, conçues pour le civil, même pour le grand public. Vous avez vu, lorsque Elon Musk a menacé de couper Starlink en Ukraine, l'action de Telsat a pris 500%. Donc on voit bien les limites de confier une offre grand public pour des services militaires. Donc on parle beaucoup moins de Syracuse. Voilà, il y a une constellation pour les militaires français qui est opérée et gérée
pour ces services-là, donc c'est beaucoup plus difficile à couper. Donc on voit un peu la limite. On parle beaucoup de dual use, hein, des technos civils pour le militaire ou militaires pour le civil, mais après ça dépend de quel niveau de confiance et de qualité on veut. Et suite à l'annonce d'Elon Musk, on voit que l'Italie finalement change totalement de bord, voulait investir sur Starlink, et finalement ils disent bon, on va peut-être rester sur un système européen qui aujourd'hui est OneWeb. Demain, on a Iris Carré, donc Iris Square, qui va avoir un éventail très large entre du public, civil, militaire. Et c'est important de savoir voilà, qu'est-ce qu'on veut donner comme mission à satellite. Et encore une fois, pour ne pas parler que de Starlink, OneWeb a quand même beaucoup d'avantages par rapport à Starlink. Il a des offres vraiment B2B, avec une meilleure couverture sur des latitudes qui ne sont pas couvertes par Starlink. Donc on parle beaucoup, c'est vrai, de Starlink, mais il faut aussi un petit peu creuser pour voir qu'on a beaucoup d'avantages à des constellations qui sont faites en Europe et sur les futures qu'on va construire, avec un peu de retard, certes, mais ça peut aussi permettre d'amener de nouveaux services qui ne sont pas sur les constellations d'aujourd'hui. Oui, et sur la dualité aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que alors, la partie géospatiale d'Airbus, hein, historiquement, c'est SpotImage, hein, qui est une émanation du CNES, donc il y a toute une histoire comme ça, française, voire toulousaine, évidemment. Et en particulier sur Pléiade Neo, hein, qui a un succès commercial et qui a une utilisation duale, ce qu'il faut bien voir, c'est que la résolution, c'est une chose, 30 cm, mais ce qui est extrêmement apprécié également en complémentarité, pour tous nos clients d'ailleurs, défense ou commerciaux, ça va être la précision, ça va être les services avec un portail dédié qui permet d'avoir de commander du tasking en direct, etc. Et donc en fait, il faut voir que les satellites en fait type Pléiade Neo, qui sont sur un financement 100% commercial Airbus, a une utilité vraiment duale qui est très appréciée par l'ensemble des clients. Oui, peut-être effectivement, venant de l'ESA, qui est une agence vraiment essentiellement pour l'instant positionnée sur du civil ou du scientifique, il y a quand même des points communs dont on est conscient tous les jours en termes de technologies qui permettent de faire aussi bien du civil, du scientifique que du militaire. Et quand on travaille avec la communauté scientifique sur des nouveaux capteurs, je pense à l'infrarouge thermique, etc., on est parfaitement conscient qu'il peut y avoir des usages militaires. Ce n'est pas exactement le même capteur, mais les technologies qui sont derrière vont être développées. Il y a des usages sur certains satellites où par sensibilité, par la sensibilité extrême qu'on recherche, on peut être sensible à des émissions des interférences radio, par exemple, qui n'étaient pas forcément censées être détectées là-dessus. Donc il y a quand même un dialogue qui se fait au niveau de la technologie et des capacités. Il y a un dialogue qui existe aussi, une convergence dans les temporalités. Quand on parle du scientifique ou des grands programmes opérationnels, Météo, Copernicus, on est aussi sur du temps long. Et donc ça c'est aussi des temps de réflexion stratégique qui intéressent la défense. Donc il y a des points. Et après, un dernier point qui est très présent, c'est la base industrielle. On est aussi bien le CNES à l'échelle française, l'Agence spatiale européenne à l'échelle européenne, dans une recherche en permanente d'une autonomie sur les technologies de développement, de capacité, de double sourcing quand on le peut, qui sont communes. Donc il y a beaucoup d'espace là-dessus, même si après, dans l'usage, il y a sais pas. Ah oui, voilà, c'est bon. Dans l'usage, il y a forcément des utilisateurs différents derrière. Juste pour rebondir, on a parlé de dualité du scientifique vers le militaire, mais c'est frappant aussi de voir que finalement, dans un domaine qui était extrêmement institutionnel, souverain, on se retrouve finalement avec des acteurs privés aujourd'hui à les fournir des services souverains en complément de solutions patrimoniales, comme le font un certain nombre de constellations commerciales. Et aujourd'hui, cette tendance est en train de s'amplifier. Les constellations dont on a parlé avec l'OFF sont des solutions multi-int, complètement dédiées à la défense, mais faites finalement par des acteurs civils. Donc on se retrouve avec de la dualité véritablement dans les deux sens,
Bien sûr, on peut utiliser du scientifique pour faire du militaire, mais tout d'un coup, on se retrouve avec des acteurs civils qui viennent fournir, dans un domaine qui est extrêmement souverain, des compléments pour des missions d'enseignement as a service, entre guillemets. Si je peux me permettre, c'est pas une nouveauté. Pardon, je ne suis pas en train de dire le contraire de ce que vous dites. Hein. On l'avait identifié dans la revue stratégique consacrée au spatial de défense en 2018-2019. Et c'est écrit en 2019 dans la stratégie spatiale de défense française, cette volonté de faire appel davantage à des services ou des données proposées par des sociétés privées en complément des capacités patrimoniales souveraines du ministère des Armées. Donc c'est quelque chose, et en fait, en écrivant ça, on prenait acte d'une tendance qui avait été déjà très largement répandue aux États-Unis. Et on l'a observé, tout le monde connaît les images qui ont fait le tour du monde des convois de chars à quelques kilomètres de Kiev. Hein. C'est des images prises par Maxar, donc il est évident qu'Airbus a dû faire les mêmes, mais sauf qu'on ne les a pas vues sur les écrans de télévision. Et donc on a eu cette volonté de le faire. La difficulté qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est que si on l'a écrit dans une volonté politique, qui était cette stratégie spatiale de défense, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, on n'a pas encore réussi à faire émerger des acteurs qui sont capables de le faire, d'une part, et d'autre part, on n'a pas complètement réussi, à mon avis, à faire évoluer la culture d'acquisition de capacités au sein de l'État, on va dire. Et puis alors justement, on est dans un contexte politique qui a pour le coup changé assez récemment. Vous parliez de Maxar. C'était eux, effectivement, qui avaient fourni les images qui avaient permis de découvrir les massacres de Boutcha en Ukraine. Mais ces sociétés privées, elles sont sous contrat, quelque part, avec des institutions nationales. Et on leur donne, je ne dirais pas l'ordre, mais on leur demande gentiment aujourd'hui de fermer le robinet des images. Donc, est-ce que ces sociétés privées peuvent se permettre d'exister par elles-mêmes ou elles sont toujours sous contrat ? C'était une question difficile. Je peux essayer de poser, vous me contredirez. Oui, le spatial dépend encore essentiellement de fonds publics en bout de chaîne. Hein. C'est très largement. Donc avec une question, et pour les aspects souverains, de qui contrôle in fine cette mise en capacité. Donc ça, c'est un problème que l'Europe... auquel l'Europe doit faire face tout d'un coup. On n'était peut-être pas aussi préparé que ça. Ce qui est frappant pour moi, ayant été longtemps au CNES et puis passant à l'Agence spatiale européenne, c'est la similarité des questionnements dans les différents États membres de l'ESA et le fait que, et particulièrement pour ce qui relève du souverain et de défense, il y a une réflexion nationale, une réflexion européenne. Donc ça, c'est pour la partie institutionnelle. Il faut réussir à marier les deux. C'est pas toujours facile. On sait que ça prend du temps. Et effectivement, l'offre privée européenne qui, elle, peut transcender ou traverser tout ça, puisqu'elle peut se verticaliser. Mais en étant du coup verticalisée, donc avec une forme de fragmentation qui lui est propre aussi. Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est bien naturel que les États, en France, il y a la loi spatiale, surveille cette partie-là. Bon, je ne fais pas de commentaires évidemment sur Maxar, mais en tout cas, tout ça, c'est un appel à une coopération européenne bien plus renforcée que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et je pense que là, la situation, pour le coup, le changement de contexte géopolitique, nous y encourage tous. Je vois deux directions. Il y a c'est l'opposition un petit peu entre les acteurs traditionnels de l'espace et le New Space, qui est à revoir, et le fait que chaque pays en Europe, de son côté, développe des capacités, etc., c'est à revoir aussi. Donc sur les deux sujets, je pense que c'est un appel à un partenariat, à des partenariats nouveaux, tout simplement pour répondre aux besoins de nos clients et pas rester dans des situations historiques, traditionnelles, etc. En fait, là, on arrive vraiment au cœur de la réglementation, régulation des données, et Marc pourra compléter avec son expérience. On l'a vécu avec le Cloud Act. Donc, en fait, l'hébergement des données, qu'a-t-on le droit de faire, qu'a le droit de
faire les gouvernements au-dessus des règles d'État. On le voit également dans les programmes militaires. On ne peut pas mettre n'importe qui sur un programme sur la 400M, par exemple. On l'a vu avec RGPD, sur la protection des données. Et maintenant, effectivement, on arrive à qu'est-ce qu'une donnée d'État souveraine? Est-ce que ça superside les règlements? Et donc, effectivement, est-ce qu'il y a un règlement européen? Il y a des règlements nationaux. Donc là, c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant et on est au cœur du digital et de la réglementation du digital. Et on est peut-être au début d'une nouvelle réglementation. Alors, on sait très bien qu'on crie parfois qu'il y a trop de réglementation en France et en Europe, mais parfois, lorsqu'on parle de souveraineté, c'est peut-être un mal pour un bien et une nécessité. Je ne vais pas rebondir sur la partie légale sur le digital. Néanmoins, ce qui est le point commun à toutes ces solutions patrimoniales ou constellations, c'est l'explosion de la donnée, le mur de la donnée qui se produit dans le spatial comme il se produit dans le sonar, dans le radar. Et ne pas voir que le capteur, mais voir le traitement de la donnée. Et dès qu'on va parler IA, on en parlera un peu plus tard, dès qu'on va parler IA, le réentraînement des modèles pour traiter cette donnée de manière dynamique en fonction de l'évolution de la situation. Donc, il y a les capteurs, il y a les différents types de senseurs, et derrière, il y a une véritable problématique de concentration, fusion et traitement de la donnée en configuration. Mais alors justement, comme on parle des dualités entre les satellites, enfin les constellations militaires et les constellations scientifiques, entre guillemets, est-ce qu'on peut légalement dire que les satellites scientifiques peuvent couper l'accès à leurs données sur ordre d'un gouvernement? Alors, les satellites, ils sont contrôlés par soit effectivement une entité comme le CNES au niveau national, soit une entité européenne. Le système Copernicus, donc de l'Union européenne, a été fondé sur une logique de données libre et ouverte, gratuite pour tous. C'est un très fort marqueur du système. C'est vrai que c'est challengé aujourd'hui. Je crois que la raison est quand même qu'elle ouvre à un volume d'applications dans la vie de tous les jours qui est phénoménal et qui, pour se développer, doit essayer de limiter au maximum les verrous d'accès. S'il y a un enjeu stratégique vu de l'Union européenne à ne pas partager ces données, je pense que le choix pourra être fait de le bloquer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est pas cette importance, elle est toujours jugée. Encore une fois, on n'est pas dans des systèmes qui vont être d'une agilité telle qu'on arrive sur le niveau tactique que le général Friedling mentionnait. C'est vraiment plutôt du background. Et c'est une force aussi de l'Europe d'avoir ce service. C'est un domaine dans lequel l'Europe est vraiment leader dans le monde et ça a une importance géopolitique aussi non négligeable là-dessus. C'est vrai que là, on voit quand même que les choses changent un petit peu ces derniers temps. Donc on est un petit peu obligé de revoir tous ces paramètres, ces partenariats, puisque nous étions avant partenaires des États-Unis. Là, ça l'est un petit peu moins maintenant. Je dirais qu'aujourd'hui, le problème, il se pose pour nous ou pour nos collègues de METSAT de façon extrêmement aiguë sur les satellites météo. Le partage des données en météo remonte à encore plus longtemps et le démembrement de la NASA aujourd'hui en règle va vraiment poser cette question, je pense, très très fort. Et la météo est nécessaire pour tous les jours là-dessus. J'ai le sentiment qu'on parle peut-être de deux choses un peu différentes, parce vous avez parlé des satellites scientifiques ou des constellations scientifiques. On peut mettre peut-être Copernicus dans cela, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, c'est un moyen qui appartient à une institution. Et il y a autre chose qui est les opérateurs commerciaux, donc les constellations qui appartiennent à des opérateurs commerciaux, qui font du commerce. Et que ce soit avec des gouvernements, donc du B2G, ou avec des entités commerciales, d'autres entités commerciales, puisque l'imagerie ne sert pas que au gouvernement, aux États ou aux forces armées, mais ça sert aussi à gérer la déforestation, les réseaux d'énergie et beaucoup de choses. Bon.
Je pense que pour les opérateurs commerciaux, la question, elle est relativement simple dans les principes. Elle est peut-être plus compliquée dans la pratique, mais dans les principes, c'est à peu près la même que pour l'exportation des matériels de guerre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre, enfin, c'est aussi une question de bon sens, vous ne pouvez pas vendre des biens ou des services ou des données à des pays dont vous savez pertinemment, étant une société française ou européenne, dont vous savez pertinemment qu'ils ne sont pas des pays amis, alliés. Voilà, donc typiquement, vous n'allez pas vendre, si vous êtes Airbus, j'imagine, j'imagine que vous n'allez pas vendre des images à la Corée du Nord ou à l'Iran ou à des pays comme ça. Voilà. Donc, par ailleurs, il y a des organismes, il y a un comité interministériel qui veille aux licences d'exportation des matériels de guerre ou des biens à double usage, dont font partie sans doute certaines des données fournies par des opérateurs commerciaux. Donc, pour répondre à votre question, on ne peut pas. Je pense qu'on ne peut pas dire, enfin, arriver à une situation où vous direz, vous fermez le robinet sur tel pays, ça peut arriver, ça pourrait sans doute arriver, mais normalement, on ne doit pas en arriver là, puisqu'il y a quand même un certain nombre de règles qui existent et qui sont en place. Alors, au niveau justement du contexte, à quoi peuvent servir toutes ces constellations déjà existantes? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à la défense? C'est peut-être pour moi alors du coup. Écoutez, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, donc je pense que les constellations aujourd'hui ça apporte de l'imagerie. Alors l'imagerie, ça n'est pas que du renseignement, c'est d'abord de l'imagerie, ensuite on en fait du renseignement ou pas. Moi, quand j'étais dans mes fonctions précédentes, j'avais des débats toujours passionnants et passionnés avec la direction du renseignement militaire pour leur dire l'imagerie spatiale, ça ne fait pas que du renseignement. C'est aussi utile à beaucoup d'autres gens sur le terrain qui ne sont pas des spécialistes du renseignement, mais qui sont dans l'action militaire. Donc l'imagerie spatiale, ça sert évidemment à ça. Mais il y a aussi, on en a parlé, les télécommunications, hein, donc la connectivité. Aujourd'hui, quelqu'un a cité Syracuse 4. Vous ne savez pas que au ministère des Armées, on a organisé nos capacités spatiales selon un principe de cercle concentrique. Donc il y a un premier cercle qui est le cercle des capacités patrimoniales. Et pour l'imagerie, on a CSO, évidemment, 1, 2, 3. Le 3 a été lancé la semaine dernière. Pour les télécoms, il y a Syracuse 4, évidemment. Mais autour de ça, il y a un deuxième cercle qui sont les capacités apportées par des coopérations bilatérales avec nos pays amis. Et donc, dans l'imagerie, on peut citer l'Allemagne, on peut citer l'Italie, par exemple. Dans les télécommunications, l'Italie également, et d'autres. Et ensuite, il y a un troisième cercle qui sont les capacités apportées par des partenaires commerciaux. Alors, dit de confiance ou pas, c'est une notion qu'on avait mise dans la stratégie spatiale de défense, mais qu'on n'a jamais réussi à définir juridiquement très proprement. Donc, aujourd'hui, on évoque ça, mais de manière un peu générale. Et donc ces capacités peuvent être fournies aussi bien par des opérateurs français, européens ou autres. Le ministère des Armées peut très bien acheter des données à Maxar si ça lui chante, mais je pense que ça ne fera pas plaisir à Airbus ou à d'autres, à ESAI ou à d'autres. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà à quoi servent les constellations. Mais le propre des constellations, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir une couverture globale. Donc c'est d'apporter de la revisite, c'est-à-dire la capacité, pour l'imagerie en tout cas, à apporter très vite et très souvent des images. Pas forcément très résolu. Évidemment, si vous avez les deux, c'est mieux, mais c'est plus cher. Et donc d'apporter cette revisite, ce rafraîchissement de l'information, puisque les cycles de conduite des opérations se sont évidemment contractés énormément. Vous parlez beaucoup de données qui sont collectées par ces satellites. Donc il y a tout le traitement de ces données qui joue. Et alors c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a un débat entre intelligence artificielle au sol ou intelligence artificielle embarquée. Je ne sais pas s'il y a un débat, mais en tout cas sur l'intelligence artificielle au sol, c'est une réalité et depuis longtemps. Le volume de données, comme l'expliquait Marc, ne fait qu'augmenter. La data prend de plus en plus de place. Donc évidemment, être capable de traiter rapidement pour ne pas perdre l'avantage, la supériorité informationnelle auquel on faisait allusion, il est très important, et on le fait depuis longtemps, d'avoir de l'IA au sol pour traiter rapidement, apporter le plus de valeur possible. L'IA à bord, au niveau satellitaire, c'est quelque chose qui peut présenter un intérêt par rapport à des constellations futures de
de revisite que j'ai qualifié un peu rapidement de revisite intelligente, pour permettre de faire ce qu'on appelle du tip and queue, c'est-à-dire être capable de détecter quelque chose avec peut-être une moindre résolution, ensuite de venir avec une autre orbite d'un satellite suivant, apporter un peu plus d'informations. Donc mettre en place en fait un système satellitaire plus performant par rapport à ce besoin-là. Et là, l'IA à bord m'apparaît en tout cas comme une très bonne idée. Je peux que agréer à tout ce qui a été dit. Je vais compléter un petit peu. D'abord, prendre un peu de recul sur le logiciel avant même l'IA. On a parlé de données. Aujourd'hui, tous les systèmes, que ce soit les satellites ou bien entendu les systèmes d'armement en général, ont une composante logicielle extrêmement forte. Une des ruptures, à mon sens, et on la voit dans le domaine des drones, on la voit dans le domaine des systèmes, c'est la prépondérance du logiciel et la manière dont le logiciel et le hardware, le matériel, s'interfacent. Je vais juste prendre un petit exemple. Il y a une petite différence entre une Tesla, je reviens à la Tesla, qui est un logiciel avec des roues, pour faire simple, et une voiture thermique classique à laquelle on a rajouté un écran tactile. Donc, il y a un mouvement de fond qu'il faut bien comprendre parce que les évolutions sont en gestation depuis un moment, mais il y a quelques ruptures majeures. La rupture de logiciel en est une. Il faut concevoir le hardware pour qu'il soit compatible du logiciel dans le temps. Et il faut que le logiciel lui-même, la frontière entre le logiciel et le matériel, soit définie de manière extrêmement intelligente. Je m'explique. Plus on met d'intelligence dans le logiciel, plus on va pouvoir s'appuyer sur du matériel relativement disponible dans lequel qu'on pourra faire évoluer dans le temps par des mises à jour du logiciel et non pas par des mises à jour du matériel. Pour sortir du domaine satellite pur, si vous prenez un drone aujourd'hui, soit vous mettez des senseurs extrêmement compliqués, des gimbals qui valent cher, qui sont compliqués à maintenir, qui ont une extrêmement bonne performance, soit vous mettez des choses du commerce qui posent plusieurs problèmes, ils ne sont pas aussi fiables, ils ne sont pas aussi résolus, et ils ne sont pas nécessairement interopérables. Cette interopérabilité, elle est faite par la couche software. Et l'intelligence de traitement, vous la mettez dans la partie soft. C'est encore plus vrai quand vous faites du multisenseur. Parce que l'intelligence ne doit pas être dans le senseur spécifique, puisqu'il va falloir faire du multispectral, du radiofréquence, etc., etc. Donc, cette évolution-là, elle est majeure, elle est évidemment portée dans le domaine des constellations. On a travaillé pendant plus d'1 an avec Loft pour voir effectivement quelle était la frontière entre une architecture qui est software friendly en anglais, très ouverte sur le logiciel, qui laisse une grande place au logiciel dans sa configuration du matériel, et pour définir justement ce qu'apporte l'IA embarqué par rapport à ce que apporte l'IA au sol. Donc ça, c'est la première rupture majeure, la manière dont le logiciel et le matériel vont s'interfacer et vont être conçus. Ça pose une deuxième question, c'est la manière dont on achète ce type de système. Et ça, c'est vrai, par exemple, sur Iris Carré. Nous, ça fait 2 ans sur Iris Carré qu'on explique que, attention, c'est une constellation ambitieuse, c'est fondamental, c'est stratégique pour l'Europe. Ne passez pas à côté de la question de l'IA à bord. Et l'IA à bord, c'est une question d'architecture. Est-ce qu'on met des GPU ? Combien ça va consommer d'électricité ? Pour faire quoi ? Etc., etc. Donc, c'est un sujet d'architecture. Dans la plupart des processus d'achat et de définition des satellites aujourd'hui, comme d'autres systèmes stratégiques, on est dans les cycles VNV traditionnels, où on va avoir des spécifications de haut niveau qu'on va détailler, qu'on va qualifier. Ces spécifications, aujourd'hui, elles sont très peu compatibles du monde de logiciel. Et le ruissellement technologique qui est de dire on va faire des spécifications, on va mettre 4 ans à faire des spécifications qui sont compliquées parce qu'elles doivent répondre à énormément de choses. Puis on va demander à les primes, qui savent ce qu'ils font, de définir un certain nombre de choses, qui vont se tourner vers les tiers 1, vers les tiers 2, vers les tiers 3, et à la fin vers des ETI qui, pour la plupart, sont celles qui sont présentes sur le domaine du logiciel et de l'IA. C'est un système globalement d'architecture et d'achat qui ne fonctionne pas pour ce type d'objet
relativement simple, en masse, et piloté par le logiciel. Donc, ce que je voulais dire, deuxième rupture, un problème organisationnel. Il ne suffit pas d'avoir des satellites, de savoir ce qu'on va en faire. Il faut également être capable de les concevoir, les acheter de manière patrimoniale traditionnelle et nouvelle pour les nouveaux objets. Et après, ce qui est important également, comme le disait Marc, c'est la partie complexité. Lorsqu'on parle beaucoup du edge, c'est-à-dire qu'on veut amener l'intelligence en bordure du réseau, donc là, au cœur du satellite, ça peut avoir plus de traitement à bord pour envoyer le résultat et pas forcément l'image brute. Donc on voit un gain aussi au niveau du bilan télécom. Et après, se pose la question de l'énergie. On sait tous que entraîner des modèles, ça coûte de l'énergie. Donc après, on a un rapport, la rentabilité du satellite, est-ce qu'il faut augmenter plus les batteries, avoir plus d'énergie à bord? Donc ça a aussi un coût, ça a aussi une durée. On sait que la techno va très très vite. Donc avant, on avait des satellites qui duraient 10-15 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur des durées plus courtes, ce qui permet d'être aussi plus agile. Mais c'est comment on gère ce refresh, ce renouvellement. Les constellations, on le sait. Aujourd'hui, on pense sans arrêt à la Gen 2, Gen 3 pour aller de plus en plus loin. Donc l'agilité, l'innovation, elle est permanente. Ce n'est pas du one-shot. Il faut réussir, lorsqu'on part sur ces nouvelles technos, mais avoir toute la capacité à investir sans arrêt pour être sûr qu'on peut mettre à jour le logiciel. On ne parle même pas de la cybersécurité pour ne pas aller se faire hacker les traitements qui sont à bord. Mais on voit que là, on rentre dans le domaine du logiciel à 100%. Et le hardware devient une commodité, à condition de mettre les dernières versions de GPU ou pas. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on met la dernière version, mais qui est moins fiable, moins éprouvée? Quel niveau de risque on met? Donc c'est vraiment une architecture globale entre le rapport entre le poids, le prix, la valeur, et comment on assure toute cette chaîne qui est relativement complexe. Oui, je crois que pour compléter, effectivement, la question de l'intelligence artificielle ou du traitement, si on n'est certainement pas réductible à savoir s'il faut le faire à bord ou au sol. Parce qu'on perdrait vraiment justement la notion, on est en train de parler de constellation et la gestion de cette constellation, l'évolution de comment on peut faire une constellation, c'est un problème qui est un problème complètement système, où là il faut une architecture, il faut le réfléchir, il faut penser son évolution, c'est vraiment ce que permet le logiciel. Et c'est un changement assez radical, assez intéressant dans la façon dont on prépare le futur au niveau des agences. Avec le contexte géopolitique actuel, on est un petit peu obligé de revoir ce mode de fonctionnement parce que jusqu'à présent, les constellations, il y avait énormément d'ententes entre les nations et les agences spatiales qui faisaient travailler beaucoup de satellites en même temps, ensemble. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui le faire? J'ose espérer qu'à l'échelle européenne, on peut continuer à le faire et c'est quand même essentiellement dans une échelle européenne. La coopération avec les États-Unis, elle existe sur un certain nombre de constellations. J'ai cité la météo, sur Copernicus. Dans le domaine militaire, je pense que c'est beaucoup plus chacun chez soi. Et même dans le spatial civil, généralement, c'est quand même sur une logique de chacun à sa contribution et de s'assurer d'une certaine autonomie. Mais là où aujourd'hui, OneWeb tout à l'heure, les Russes faisaient partie de OneWeb au départ. Non, je crois que les Russes ont lancé des satellites OneWeb, on les mettait en orbite avec des fusées Soyouz depuis d'ailleurs Baïkonour, depuis Kourou, mais ils n'étaient pas au capital de la société OneWeb, je ne pense pas, non. Il y a un mot qui revient souvent en boucle, c'est souveraineté. Donc c'est toujours difficile ce mot-là parce qu'en fait il est mis à toutes les sauces. Et évidemment, je suis le premier fan de ce mot-là. Donc, dans la société que je dirige, on l'utilise souvent dans notre discours. Néanmoins, il est quand même difficile il est difficile à définir précisément. Et en plus, il s'articule au moins à deux niveaux, des souverainetés au niveau national et au niveau européen. Et en fait, souvent, je pense qu'on confond la souveraineté, enfin, il me semble, dans certains cas, on confond la souveraineté avec au moins une certaine autonomie de décision, c'est-à-dire la souveraineté dans la décision. Et les données qu'on utilise pour ça peuvent ne pas être souveraines, elles peuvent être fournies par un partenaire extérieur. En fait, ça pose la question davantage de la confiance que l'on accorde à une donnée qui n'est pas souveraine, parce qu'elle n'est pas produite par un capteur gouvernemental.
Et donc, à ce titre-là, on peut acheter des données à des opérateurs privés, hein, c'est tout l'objet de ce débat, plutôt qu'à la souveraineté de la possession des moyens et donc de leur exportabilité en termes de services, de données, etc. Voilà, bon, c'est une remarque qui, à mon avis, on tourne toujours autour de cette difficulté-là et on n'a jamais vraiment complètement résolu. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de la sécurité de ces constellations, parce qu'on a beaucoup parlé Juste avant la guerre en Ukraine, il y avait eu la Russie avait tiré sur un de ses satellites à elle, soi-disant pour tester ses capacités à détruire un satellite en fin de vie, mais elle avait créé par ce biais un gros nuage de débris qui pouvait être extrêmement gênant pour nos propres satellites. Ces satellites, il faut les protéger au niveau physique, il faut les protéger au niveau informatique. Comment on fait ? Alors, je peux commencer par le physique, parce que c'est aujourd'hui le cœur de mon activité. Bon, juste pour vous donner quelques chiffres, pour ceux qui ne les connaissent pas, je pense que tout le monde n'est pas complètement familier avec ça. Pendant des dizaines d'années, on a lancé en moyenne entre 100 et 200 satellites par an. On a mis entre 100 et 200 satellites par an en orbite. Ces 3 dernières années, on est plutôt entre 2500 et 3000 par an. Donc ça vous donne une idée quand même de ce qui est en train de se passer. Quand j'ai pris mes fonctions à la tête du commandement de l'espace, donc en 2018, il y a à peu près 5 ans, il y avait 1800 satellites actifs dans l'espace. On a passé le cap des 10 000 mi-2024 et aujourd'hui on est à 12 000, dont au passage 2 tiers appartiennent à un seul homme, enfin une seule société en tout cas. Donc voilà, donc quand vous regardez les courbes, c'est assez effrayant de voir l'augmentation du trafic spatial et on estime que dans les 5 ans à venir, il y en aura entre 40 000 et 100 000. On parle beaucoup de Starlink, mais vous avez GW, Guowang et Qianfan, les équivalents chinois de Starlink qui arrivent. Donc les premiers Qianfan sont en orbite depuis quelques semaines, quelques mois. Donc ça ne va faire qu'empirer. Au-delà de ça, vous avez effectivement les débris. Donc les débris, c'est 1 million de débris. Ce sont des modèles statistiques, hein, parce qu'on est incapable de les voir et de les suivre. L'ESA estime à 1 million de débris, 1 million d'objets de plus d'1 centimètre qui sont en orbite autour de la Terre. Et 1 centimètre, ça suffit à créer des dommages sur les satellites. Donc effectivement, il y a un problème d'abord de détection, de suivi de ces objets, de prévision des risques et ensuite de gestion de ces risques. Ça, c'est pour la sécurité physique. Et là, je ne parle que de risques, je n'ai pas parlé de menaces. Après, il y a effectivement les menaces. Donc les menaces, on les a listées dans la stratégie spatiale de défense française, qui est sortie en 2019, je le rappelle, où il y a les menaces cyber, il y a des menaces physiques, qui peuvent être des missiles tirés depuis le sol, mais qui peuvent être aussi des lasers qui sont utilisés depuis le sol pour aveugler temporairement des capteurs. Ça peut être des brouilleurs sur des satellites d'imagerie SAR, ça peut être beaucoup de choses. Et ça peut être des menaces orbitales. Donc là, il y a eu des démonstrations et ça continue en orbite aujourd'hui, au-dessus de nos têtes. Hein. Donc, que ce soit en géostationnaire ou en orbite basse, on a des développements de menaces orbitales et donc de contre-mesures, si je puis dire, en tout cas de développement de capacités pour contrer ces menaces en orbite. Et on est en train de passer, je ne sais pas si c'est à portée de main ou quand est-ce que ça va arriver, mais on est en train de passer sans doute d'une époque où les opérations spatiales étaient très prédictives, parce que soumises aux lois de Kepler, avec des trajectoires à ce que les Américains appellent désormais le Dynamic Space Operations, les opérations spatiales dynamiques, en disant, regardez, dans les autres milieux, terrestres, aériens, maritimes, on a eu l'avantage quand on a su ne plus être prédictif. On a su surprendre l'adversaire. Et c'est ce qui est en train de se passer. À la fois les Chinois, les Russes, comme les Américains et d'autres sans doute, mais développent des moyens pour s'affranchir, dans la mesure du possible, de ces lois de Kepler, qui sont quand même très contraignantes dans l'espace. Alors il y a des limites, hein, la physique reste qu'elle est, mais c'est ce vers quoi on va. Et donc oui, il y a un vrai sujet à la fois de gestion des risques et de gestion des menaces dans l'espace. Voilà. Là, on a parlé de l'espace, mais les risques, c'est aussi au sol. Il y a les stations sol. Si vous vous souvenez, les premiers jours de la guerre en Ukraine, il y a eu une cyberattaque. Alors, on ne va pas dire qu'elle est russe, mais qui attaquait Viasat. Et donc, tous les modems satellites Viasat ont été tous affectés par un virus. Donc, on voit encore l'impact du digital. Et pour protéger des satellites, il faut gérer toute la chaîne de liaison. Ce n'est pas que le satellite, c'est tout le ground segment et c'est tous les équipements.
qui vont gérer cette ligne-là. Donc ça, effectivement, il y a la partie physique de destruction d'un satellite par collision, par de sol ou autre. Mais encore une fois, toute la partie logicielle aujourd'hui, elle est au cœur du débat. Je rajouterai 2 points sur la partie satellite, logiciel et IA, puisqu'aujourd'hui, la lutte contre les interférences ou le brouillage au niveau même du satellite, voire même la détection de menaces via l'optique par du logiciel ou de l'IA embarqué, sont des champs d'amélioration sur la sécurité. Si je peux rajouter aussi sur la partie satellite et un peu en lien avec la notion logicielle, ce qu'on voit aujourd'hui sur je pense à une mission scientifique qui a été lancée il y a plus de 10 ans, qui s'appelle SWARM, qui est une mission d'observation du champ magnétique, qui a eu la mauvaise idée, à l'époque ça n'existait pas, de se retrouver sur le même genre d'orbite que Starlink. Et aujourd'hui, les mission managers de SWARM font face à des alertes anti-collision de façon routinière, plusieurs fois par semaine, avec une petite difficulté ou une facilité, c'est-à-dire que Starlink a un modèle de gestion de sa constellation qui est complet, qui est propriétaire. Donc la réponse des opérateurs de Starlink, c'est « vous inquiétez pas, on va éviter votre satellite ». Bon, ça va, ça fait peut-être moins de travail, sauf que de temps en temps, il y a un 3e débris qui se trouve sur la même zone, et là, on rentre dans des enjeux de questionnement. Est-ce que je décale mon satellite pour éviter le débris? Est-ce que Starlink va l'anticiper? Est-ce qu'eux vont se décaler, etc. Et alors, quand on va voir les constellations chinoises sur ces mêmes orbites, donc ça, c'est vraiment un problème de sécurité et qui montre l'impact du logiciel et de la puissance associée aussi à la maîtrise de la constellation. Et puis, il faut savoir aussi qui gère quoi, parce que je me souviens, c'était au 2018, je crois, le satellite de l'ESA Eolus qui s'était retrouvé sur la trajectoire d'un Starlink, et on ne savait pas qui appelait à Starlink. Pour Oui, alors, dire... maintenant, on a une adresse mail, disons. Oui, c'est peut-être un peu léger, comme disait... Non, mais c'est pour là aussi, je suis assez à l'aise pour en parler, puisque c'est aujourd'hui le métier de Lookup, la société que j'ai cofondée, avec l'ancien chef du service surveillance de l'espace du CNES d'ailleurs. Mais donc, effectivement, il y a un besoin de ce qui s'appelle dans la communauté spatiale le Space Traffic Management, comment on gère ce trafic spatial, parce qu'on en arrive là. Au début de l'aviation, on prenait un avion du terrain d'ici les Moulineaux, vous alliez au terrain de Châlons-en-Champagne, et puis tout allait bien. Aujourd'hui, il y a des espaces contrôlés parce qu'à un moment donné, il a fallu contrôler tout ça, ou le coordonner en tout cas. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de système de traffic management. Et je pense qu'on en est loin, malheureusement, parce que, si vous voulez, il y a l'espace circumterrestre, il est global, par définition, au sens anglo-saxon du terme. Donc vous survolez maintenant l'Europe, et dans 45 minutes, vous êtes au-dessus de la Chine. Donc il faudrait avoir un système de coordination du trafic spatial qui fasse consensus auprès de tous les acteurs, y compris la Chine, la Russie et tous les pays qui ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde que nous. Donc on en est encore assez loin. Donc l'Europe essaie de construire quelque chose, les États-Unis essayent de construire quelque chose, ils essayent déjà de se parler entre eux, c'est un début, et pour faire ça, il faut aussi des capacités. Il faut aussi des capacités, et des capacités, ce sont des sociétés commerciales, comme la mienne, qui sont censés apporter des capacités, parce que vous ne pouvez pas avoir un système de gestion du trafic spatial si vous n'avez pas la capacité à détecter les objets et à les suivre. C'est la même chose dans les espaces aériens ou l'espace maritime. On le voit, la question là, des menaces, en particulier en orbite basse, là, est particulièrement difficile, complexe. Je veux mentionner ce qu'on fait aussi, parce que nous, on s'intéresse à l'observation de la Terre, donc pas seulement aux satellites. On développe avec le drone Zephyr solaire stratosphérique qui vole donc à 20 km d'altitude, des capacités d'observation, de persistance localement, et qui peuvent apparaître dans un système complet, sans doute. Donc c'est en cours de développement, hein, mais on est bien avancé, qui peuvent apparaître aussi comme une manière d'apporter de la résilience sur un ensemble multi-orbite, donc y compris la stratosphère. Et est-ce qu'au niveau de la protection des données, au moment des transferts de données, vous avez dû mettre en place des choses pour justement éviter que ce ne soit hacké par quelqu'un et qui récupère tout ce que nous avons fait?
La réponse est oui, en termes c'est quelque chose qui est regardé dans la conception d'un système satellitaire, la sécurité à mettre sur les systèmes de transmission, de tasking aussi du satellite. Donc ça, il y a différents niveaux en fonction de l'importance qu'on accorde à cette question. Je dirais qu'il y a derrière votre question, il y a aussi celle du brouillage. Avec le brouillage volontaire et puis le brouillage aussi par le conflit d'usage, avec des négociations qui sont toujours au couteau en termes de réserver des fréquences. Et là aussi, c'est une négociation à l'échelle internationale où il faut développer ça. Donc tout ça, mais bon, c'est deux choses. Il y a la question de la sécurité au niveau crypto, sécurité, de s'assurer de l'authentification de l'information. Et puis, il y a la question de perturbation, hostile ou non d'ailleurs. Alors, l'avenir, c'est quoi? L'avenir des constellations et leur avenir pour le renseignement. Qu'est-ce qui est en préparation? C'est une question simple, c'est une réponse qui est beaucoup plus compliquée. Je commence et puis voilà. Moi, je pense que l'avenir, il nous faut... Il faut des constellations aujourd'hui parce que ça apporte des solutions qui n'existaient pas auparavant, que ce soit la revisite, que ce soit le faible temps de latence pour obtenir une information, que ce soit la masse d'informations, que ce soit les différents types de capteurs qu'on peut avoir à travers des constellations différentes ou au sein d'une même constellation d'ailleurs. Donc tout ça, ce sont des solutions dont on a besoin. L'avenir, malheureusement, la question elle est plus compliquée elle est plus compliquée que ça. La réponse est plus compliquée parce que aujourd'hui, les constellations qui existent, qui sont vraiment opérationnelles et qui délivrent des services. Je laisse de côté effectivement Pléiade Neo, mais les acteurs émergents, on va dire, ils sont essentiellement aux États-Unis. Et si on laisse de côté ICEYE qui est finlandais, ils sont essentiellement aux États-Unis. Donc la question, c'est l'émergence d'acteurs équivalents en Europe. Et on en revient à la question de la bienveillance de l'écosystème. Tout à l'heure, on disait qu'il ne fallait plus opposer le new space et puis les acteurs traditionnels, on va dire. Je pense que c'est un vrai sujet, mais au-delà de ces mots qui commencent à se mettre en œuvre, c'est aussi la question du scale-up, pardon pour l'anglicisme, mais du scale-up de ces sociétés émergentes, parce que vous avez des initiatives en France et en Europe. En France, vous en avez au moins deux. Vous avez Prométhée et vous avez Horus avec l'imagerie hyperspectrale. En Allemagne, vous avez Constellar, vous en avez d'autres. Donc, on ne peut pas les citer toutes parce que je ne les connais pas toutes, loin de là, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Mais comment est-ce que de ces acteurs qui sont soutenus par leur gouvernement la plupart du temps, on fait des acteurs à l'échelle européenne et donc à l'échelle mondiale? Je pense que c'est ça la vraie question sur l'avenir des constellations, parce que l'avenir des constellations américaines ou peut-être chinoises demain, privées, parce que la première Qianfan, je rappelle que c'est une constellation privée, c'est la première fois que ça arrive. La question pour moi, elle est surtout là, en fait. Ce que je voulais ajouter, c'est que le futur, en fait, on voit, il y a cette question là de constellation avec le triptyque, encore une fois, résolution, revisite, latence. C'est aussi une opportunité pour l'Europe, parce que si l'Europe, on peut avoir une réponse stratégique aux Américains, elle passe justement par résoudre les problèmes, comme expliqué Marc, sur le logiciel, mais avec des révolutions technologiques, mais des révolutions aussi, comme toujours dans le numérique, d'état d'esprit organisationnel, comme tu le disais très bien. Et donc, en fait, l'enjeu, je pense, pour nous tous, là maintenant, c'est de trouver les solutions techniques d'ordre système et de faire évoluer nos états d'esprit. Après, les solutions, elles sont multiples, elles existent, il y a plein d'acteurs, il y a plein de choses. Et la manière dont on va être capable de travailler ensemble et de coordonner tout ça, ça va être ça la clé pour apporter une réponse stratégique européenne aux défis mondiaux. Et ça peut paraître extrêmement compliqué ou impossible, mais je dirais l'évolution de la géopolitique semble montrer qu'il y a une voie. Et moi-même, je suis étonné de voir en quelques semaines, en quelques jours, à quelle vitesse les états d'esprit changent. Et donc, je pense qu'on peut avoir confiance sur notre capacité en fait,
inventer une réponse européenne stratégiquement? Juste pour ajouter, il ne faut pas grand-chose. On a toutes les compétences. Les financements sont là. Si on lance une constellation avec Loft, c'est qu'il y a du financement. On transforme de l'argent privé en solutions patrimoniales, en données patrimoniales, en services, c'est-à-dire c'est le privé qui prend le risque sur un marché patrimonial. C'est quand même une grande inversion des priorités. Donc, l'argent est là, les compétences sont là, il faut des contrats. Aujourd'hui, le système, pour revenir à mes blocages organisationnels, le système est confortable à acheter soit des actifs patrimoniaux, parce que ça, on sait les concevoir, on sait les acheter, ça coûte très cher, et c'est nécessaire, mais ça rentre dans un cadre traditionnel. On sait acheter de la R&D, surtout chez les petits acteurs, pour faire de l'innovation jusqu'à un certain TRL. Ce qu'on ne sait pas très bien faire, on a eu beaucoup de mal à apprivoiser le service, et on a encore des progrès à faire, surtout par rapport aux anglo-saxons et aux américains. Et on a pas mal de difficultés à faire confiance à des petits acteurs par du contrat de série. Nous, aujourd'hui, chez Helsing, on autofinance jusqu'à TRL6. On demande à personne de financer notre R&D, nos développements logiciels, nos développements IA. On demande des contrats pour la mise en service de ces IA sur les drones, sur les satellites, sur les constellations. Ce cliquet-là, il n'est pas simple parce qu'il n'est pas codé comme ça dans nos processus organisationnels. Et pour rebondir sur le processus organisationnel, on voit très bien avec l'Ukraine que le niveau tactique dont vous parliez s'intensifie. On est en train de parler d'un nombre de dossiers d'objectifs avec une fréquence, une rapidité qui se multiplie. Ce point d'équilibre dans le fonctionnement des organisations, entre le niveau stratégique, le niveau opératif, le niveau tactique, quels sont les besoins aux différents niveaux, quelles sont les fréquences, les revisites, la fraîcheur, où se prend la décision de feu, plus généralement. Si on se met dans une optique non pas seulement de renseignement, mais d'action sur la boucle d'action, ce sont des sujets qu'il va falloir creuser assez rapidement si on veut être opérationnel pour la haute intensité. Oui, je crois que pour essayer de compléter, je suis raisonnablement optimiste pour ce qu'on peut faire. Il y a effectivement eu un constat souvent fait de fragmentation, qui peut d'ailleurs être interprété comme fragmentation des donneurs d'ordre entre l'ESA, CNES, l'Union européenne, le SPA, des acteurs institutionnels divers. Fragmentation des industriels aussi qui sont en compétition entre les grands groupes, les startups, etc. Fragmentation des approches technologiques. On a parlé de l'IA pendant longtemps, c'était un peu les pro-IA contre les traditionnels, et puis il y a plein d'autres champs là-dessus. Je crois qu'il y a eu collectivement, de toute façon, une communication qui fait que la table ici est relativement apaisée. On n'est pas en contradiction les uns avec les autres. Et la tournure géopolitique actuelle nous fait, en Europe, quand même, à peu près regarder tous dans la même direction. Donc, on n'est pas au bout du chemin. Il y a des questions de gouvernance, de ceci, de cela qui sont sur la table. Mais au moins, je pense que l'analyse de ce dont on a besoin, de ce qui manque, de ce qu'on pourrait proposer, et une ouverture d'esprit sur les modèles possibles, et du coup, un dialogue possible sur quel sera l'optimum à faire dans cette vision très, très système de système qui est la problématique des constellations, du hardware jusqu'au service. Elle est possible aujourd'hui. Elle était beaucoup, beaucoup plus dure il y a quelques mois ou années déjà. Alors, on a démarré par Starlink, donc je vais terminer par le futur des télécoms. Aujourd'hui, les télécoms ont toujours évolué vers des standards. Et aujourd'hui, le spatial est peut-être le dernier domaine qui n'est pas standardisé. Standard, il amène deux choses, un côté interopérable et donc une baisse des coûts. C'est-à-dire qu'un même device va servir pour tout le monde. On le voit au niveau des réseaux, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un protocole CIP. Au niveau des téléphones, tout le monde ne parle que de 4G, 5G et demain 6G. Et pour le satellite, en fait, on va vers une cohabitation du terrestre et du satellite. Donc ce qu'on appelle le 5G NTN, Non-Terrestrial Network. Et la 6G sera
intègrera la partie satellite. On parle de Direct to Device. Aujourd'hui, ça existe. On peut utiliser notre téléphone pour envoyer des signaux d'alerte avec un satellite. Pareil pour les voitures. Et donc, sur la partie IoT, c'est la même chose. Donc, tout le monde prépare les futures générations qui seront standards. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sécurisé, parce que la couche logicielle permet de crypter et sécuriser les données. Mais cette partie standard va permettre, par exemple, pour les objets, d'avoir une même puce qui couvre à la fois des réseaux mobiles terrestres et du satellite. Donc là, le coût des devices satellites va être divisé par 10, par 100, par 1000, parce qu'on n'a jamais réussi à produire des dizaines de millions de puces satellites, là où sur un téléphone mobile, on imagine bien les volumes. Et donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de baisser les prix, donc de généraliser et aussi d'augmenter de plus en plus les services.